Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut mon cher Bruno. Bonjour Julien, comment tu vas? Ouais, ça va super bien. Et toi, ça va? Écoute, ça va pas mal du tout. Bon, génial. Une Le beau temps nouvelle est revenu, vidéo. c'est bien. Parfait. Une nouvelle vidéo pour attaquer ce début d'année. Une nouvelle vidéo sous un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, puisque parfois on parle de nouveaux produits, parfois on parle de signalisation. Et là, tu as voulu revenir sur un sujet. Donc, tu as défini le sujet comme l'hypothyroïdie cellulaire. Tu as voulu revenir sur ce sujet alors que ça fait 15 ans, 20 ans, ouais, une bonne vingtaine d'années que tu fais des conférences sur la thyroïde, expliquer toute la physiologie de la thyroïde et pourquoi tu nous as demandé de faire une mise à jour sur cette fonction thyroïdienne. Alors, c'est vrai que c'est important parce que effectivement, c'est un sujet que j'avais à cœur depuis déjà en 2010. J'avais commencé à donner des conférences en Belgique sur l'hypothyroïdie en médecine fonctionnelle. Et donc là, j'avais été passer ce diplôme aussi de médecine fonctionnelle. Et puis j'avais entendu des choses que j'avais pas vérifiées. Et en regardant les textbooks d'endocrinologie, particulièrement la thyroïde, je me suis aperçu qu'on nous avait raconté quelques années. Donc on va les rectifier déjà, c'est un peu des mythes. Et puis d'apporter les nouveautés, surtout ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se dit. Parce qu'il y a aujourd'hui vraiment tout un... on va dire qu'il y a deux styles de traitement, c'est-à-dire que allopathie, Mhm. où là, effectivement, on traite tout de suite avec les hormones thyroïdiennes selon les tests TSH, T4 et T3. Et aussi la médecine fonctionnelle qui est là pour améliorer les conversions de T4 en T3 et de voir aussi la jonction des deux, parce qu'il y en a qui utilisent, c'est-à-dire la médecine allopathique et la médecine fonctionnelle. Et effectivement, quand il y a une hypothyroïdie primaire, l'utilisation d'hormones thyroïdiennes est la bienvenue. Hein, ça, c'est évident. Par contre, effectivement, il faut savoir que 90% des hypothyroïdies, c'est des Hashimoto. Hein. Donc, Mhm. dès l'instant que les gens, là, c'est déjà des problèmes auto-immunes. Et là, effectivement, on peut sauver la thyroïde. Et souvent, malheureusement, on met les gens sous les Votirox. Alors, moi, je voudrais parler aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui éprouvent des problèmes d'hypothyroïdie, hein, d'accord. Alors que malgré tout, ils prennent des suppléments pour la thyroïde, ou alors ils ont carrément les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire soit T4, soit T4, T3 en même temps, d'accord. Donc, il faut bien distinguer parce que là, c'est tout un art. On dit la médecine, c'est aussi pas que de la science, c'est un art. Et là, il va falloir tomber sur un bon médecin qui va être spécialiste souvent plutôt en médecine fonctionnelle pour pouvoir améliorer, c'est-à-dire cette T4, T3 qu'on va regarder dans le sang, parce que la TSH n'est pas, là aussi c'est un mythe, c'est pas un facteur, on va le voir, on va le développer, de garantie d'une hypothyroïdie. On peut avoir très bien une TSH normale. Souvent, le diagnostic n'est pas toujours facile. Alors, pourquoi? Parce que souvent, on trouve la glande thyroïde qui fonctionne bien. Ça arrive avec des taux normaux de TSH qui ne fonctionnent pas du tout, soit des taux normaux de TSH T4 et T3 qui sont normaux, même la reverse T3 peut être normale, et souvent avec des hormones thyroïdiennes. Hein. Parce que souvent les gens quand ils passent de T4, on leur dit bon bah vous convertissez mal la T4 en T3, je vais vous donner, si vous voulez, de la T3. Alors effectivement, ces gens qui ont une déodinase, un gène déodinase qui n'est pas fonctionnel, on peut leur ajouter un peu de T3. Et cependant, malgré ça, il y a quand même des hypothyroïdies. Hein. Donc, il faut bien confondre qu'il y a une production réduite soit de la glande thyroïde, donc là c'est vraiment l'hypothyroïdie primaire, soit des réductions de transport aussi, des gens qui prennent des femmes, des estrogènes, une TBG élevée. Donc mauvais transport, mauvaise pénétration aussi dans la cellule, mauvaise conversion de T4 en T3 et aussi une conversion, une désactivation des hormones thyroïdiennes. C'est là le sujet qu'on va voir. Pourquoi il y a une désactivation des hormones thyroïdiennes? Parce qu'on peut très bien souffrir d'une hypothyroïdie primaire sans hypothyroïdie cellulaire. Par contre, on peut souffrir d'une hypothyroïdie cellulaire sans hypothyroïdie glandulaire. Donc il faut bien faire la nuance entre ça et ça. L'hypothyroïdie cellulaire, ce qu'on va parler, n'est pas un concept nouveau. Ça, il y a déjà des décennies on en parle, mais c'est pas la grande fanfare. On n'en fait pas trop la pub. Et là, ça commence à sortir. Donc, ce problème d'hypothyroïdie cellulaire ne peut ne pas se relire que dans les tissus simultanément en même temps. D'où la Ok. difficulté. D'accord? Alors, juste avant d'aller un peu plus loin, déjà en préliminaire, on considère que les gens connaissent la fonction thyroïdienne avant de voir cette Oui, vidéo.
bien Donc sûr. avec le système hypothalamo-hypophysaire, la production thyroïdienne, la conversion des hormones. Juste, bon, on va faire quelques rappels, mais avant qu'on parte dans plein de champs d'investigation, est-ce que tu peux nous expliquer simplement, 1, 2, 3, 4, Voilà, les différents mécanismes de l'hypothyroïdie? On ne d'accord. parlera pas d'hyperthyroïdie dans cette vidéo, on va surtout Non, non, focaliser sur l'hypothyroïdie. voilà. Donc, premièrement, on a besoin de précurseurs pour cette hormone thyroïdienne, de tyrosine et surtout d'iode. D'accord? Cet iode, il doit passer par ce qu'on appelle le sodium ion symporteur, qui est une enzyme qui est dans le foie qui va permettre d'amener l'iode dans la thyroïde. Par contre, là, cet iode doit être oxydé. Donc, on doit avoir du peroxyde d'hydrogène dans la thyroïde pour oxyder. Et c'est là que souvent qu'il y a des Hashimoto, dès qu'il y a des polluants. On va avoir une baisse de sélénium quelque part, donc de glutathion, et on va se retrouver qu'avec un taux de peroxyde d'hydrogène dans la thyroïde, donc qui va détruire la thyroïde, les follicules de la thyroïde. Ça, c'est Hashimoto. D'accord? Donc, primaire ou Hashimoto, on se retrouve là avec un besoin de prendre des hormones thyroïdiennes. D'accord? Quand il est trop tard. Donc ensuite, il faut comprendre que cette T4 et cette T3 sont produites, vous avez à peu près 90% de T4 qui est produite par l'antithyroïde et 10% de T3. C'est à peu près 6 mg, 6 à 10 mg. Ça, c'est ce que produit la thyroïde. Après, il y a une grosse conversion qui se fait au niveau hépatique, 60%, et au niveau après cellulaire, mais aussi au niveau digestif, 20%. D'où l'importance de ne pas être aussi en dysbiose. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Et il faut savoir que la TSH, c'est elle qui va stimuler ces hormones, T4 et T3, pour être libérées selon les besoins, pour que ça aille dans le sang et enfin dans les tissus. D'accord? Et aux choses importantes, la T4, souvent j'entends dire que la T4, c'est une pro-hormone, ça sert à rien, elle doit être transformée en T3. Non, la T4, elle a des aspects génomiques et non génomiques. Et il faut savoir, si vous supprimez, vous ne prenez pas de T4, vous n'allez pas avoir de cheveux. Les cheveux, la pousse des cheveux, c'est hyper important. Sans T4, il n'y a pas possibilité d'avoir des beaux cheveux et avoir une bonne pousse de cheveux. Donc la T4, c'est pas qu'un précurseur, elle a des effets non génomiques. D'accord? Et il faut savoir que le système nerveux, il a besoin principalement d'énormément de T4 pour faire sa T3 au niveau cellulaire. Ça, c'est important. C'est-à-dire que souvent, les gens qui prennent que la T3, ils vont chanter certaines parties de transformation de T4 en T3 dans le cerveau. Donc, c'est pas rien. Ensuite, on a des transporteurs dans le sang, donc la TBG, l'albumine, c'est 70% la TBG. Donc là, on peut avoir aussi des problèmes avec la pilule, etc., des médicaments, une mauvaise disponibilité. Ensuite, il y a les transports cellulaires. Donc là, il y a des hormones, des transporteurs comme le MCT8, surtout dans le cerveau, qui sont des transporteurs. Et là, c'est souvent des facteurs génétiques. D'accord? Donc, on peut avoir un mauvais transport de ces hormones thyroïdiennes. Donc là, lorsque la réponse cellulaire, d'accord, elle va être activée par des produits chimiques qui sont inflammatoires, ça va désactiver la T4 en T3 dans la cellule. C'est ce qu'on va parler. D'accord? Mais ça, on va y revenir. Alors d'abord, je voudrais simplement parler des enzymes, les 5-déodinases. La 5-déodinase 1, c'est surtout, principalement, au niveau du sang, la thyroïde, foie et rein. Donc celle-là, elle est importante parce qu'elle va aussi dégrader la RT3 et convertir la T4 en T3. D'accord? La D2, elle, c'est plutôt aussi système nerveux central, l'hypophyse et la thyroïde. Donc ça, c'est important parce que elle est active dans le cerveau, la graisse brune, le placenta, système immunitaire. Mais chose importante, et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que ces 5-déodinases de type 2 de l'hypophyse convertit la thyroxine en T3, d'accord, est différente de la 5-déodinase du sang qui est de type 1. Donc, c'est intéressant parce que cette différence, ça pourrait expliquer pourquoi la sécrétion de TSH et donc de TSH chimique sécrétée par la glande pituitaire peut être normale, tandis que le reste du corps peut être en déficience thyroïdienne. Donc on voit déjà des problèmes et pourquoi c'est dangereux que de se baser que sur la TSH, d'où l'importance, on verra tout à l'heure, des analyses beaucoup plus complètes. Ensuite, ces hormones doivent, pour être actives, aller sur des récepteurs nucléaires. Et ces récepteurs nucléaires, donc alpha 1, on a alpha 2, bêta 1, bêta 2. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Par contre, ils sont faits avec un nez hétérosimère, souvent associé avec la vitamine A et la vitamine D. Donc, de ne pas être déficient en vitamine D, en vitamine A et de zinc qui sont importants pour une bonne réceptivité de la T3. Je voulais juste donner aussi un exemple.
La vitamine D, il faut toujours mesurer la 1,25 d'hydrovitamine D, hein, qui est l'hormone active. Pourquoi? Parce que si vous êtes au-dessus des normes, la 1,25 d'hydrovitamine D, elle va créer là une résistance en bloquant le récepteur de la T3. Et souvent, dans le Lyme, on a des hypothyroïdies. Ça peut être un mécanisme de résistance. Il y a des résistances partielles, génétiques, mais là, c'est des résistances liées à des problèmes physiologiques, comme l'excès de 1,25 d'hydrovitamine D, par exemple. D'accord? Ok. Et est-ce que, juste une petite question, tu arrives à mesurer ou oui, à déterminer s'il y a une mauvaise réceptivité de ces hormones? Alors, c'est pas évident, c'est souvent les symptômes, mais effectivement, il y a des marqueurs, hein. Ok. Déjà, Tu vas nous en parler après ou pas? on va en parler après, Ok. d'accord? Parce qu'il ne faut pas confondre le problème de réceptivité et la désactivation cellulaire, hein. C'est deux choses Deux importantes. choses différentes. Et on va voir qu'elle est occultée, cette désactivation cellulaire. C'est vraiment c'est ce que je veux apporter comme nouveauté sur la thyroïde. Ok. Bon, alors, parce qu'on parle beaucoup, vas-y, excuse-moi, je te laisse. Non, non, non. Non, mais quand tu as C'est des que questions sur la thyroïde, ça... je veux pas aller trop loin. Voilà, je sais pas exactement le contenu de ce que tu vas nous dire. Donc voilà. Juste, est-ce que tu peux nous reparler, est-ce que tu peux revenir sur ce point de détail de conversion de T4 en RT3? Est-ce que tu peux revenir sur cette notion de reverse T3? Voilà, donc c'est important parce que c'est un mécanisme de sauvegarde, hein. Mhm. Alors souvent on entend dire, et là c'est vraiment le mythe incroyable, que cette reverse T3 va diminuer la conversion de T4 en T3 quand elle est en excès, et va surtout bloquer les récepteurs de la T3, c'est ce qu'on a appris en médecine fonctionnelle. On C'est a aussi appris. une hérésie, parce qu'il faut savoir que tous les hyperthyroïdiens ont justement, le plus souvent, une reverse T3 élevée. Donc c'est un mécanisme de protection. C'est-à-dire que pour éviter que la T4 se transforme trop en T3, elle fait beaucoup de reverse T3. Mais la T3, la reverse T3, elle ne bloque rien du tout. C'est juste un marqueur qui peut être intéressant à regarder, mais ça n'a aucune fonction sur les récepteurs intracellulaires de la thyroïde. Là, tu nous fais mal là. Eh Là, oui. Donc ça, c'est une erreur, parce que effectivement, il y en a qui sont empressés de dire ça, et il faut vraiment le rectifier. ok. Cette reverse C3, déjà, on en produit 60% hein, tous les jours. Donc, c'est le catabolisme de la T4, donc qui va être vite excrété par l'organisme, hein, d'accord. Et dès l'instant qu'on est en stress, on a des infections, des cancers, des infarctus, etc. Hein, on a cette reverse T3 qui augmente. Aussi, les astronautes, quand ils montent dans l'espace, c'est un stress, ils se retrouvent avec des reverse T3 pour éviter le catabolisme musculaire. Hein, parce que la T3 est aussi un catabolisant musculaire. Donc, bien retenir que ce mythe de cette reverse T3 qui bloque les récepteurs est une hérésie. Attends, ce mythe, c'est quelque chose de récent? Quoi? C'est Ça a toujours existé, mais le problème, c'est l'effet perroquet. Mais moi, je suis pas en train de dire, d'accuser tout le monde de dire que la reverse T3 bloque. J'ai certainement dit aussi, mais quand j'ai commencé à fouiller, à regarder, puis à demander à des spécialistes de la thyroïde, je ne parle pas des médecins, des thyroologistes, hein. Il n'y en a plus beaucoup, c'est des gens qui s'occupent que de ça, qui ont écrit des ouvrages et tout, et c'est par eux que j'ai appris que c'était une hérésie. Donc il faut, et puis de toute façon, je mettrai la publication qui montre que les hyperthyroïdiens, ils ont une reverse T3 élevée, ça bloque rien du tout, hein, d'accord. Par contre, le gros problème, c'est pas cette reverse T3, c'est la troisième enzyme que je vais parler aujourd'hui, qu'on parle peu, c'est la déodinase 3, hein, qui se trouve dans pratiquement tous les tissus. Donc son rôle principal, c'est la désactivation des hormones thyroïdiennes T3 et T4, hein, pour avoir une meilleure homostasie cellulaire. Et donc c'est les concentrations de D3 devraient généralement être faibles pour la majorité des gens. D'accord? Cependant, et c'est là que c'est important, dès lors que j'ai un stress cellulaire, hein, c'est actif, on va les voir, hein, je vais les nommer tout à l'heure, les acteurs de ça. Donc, l'activité de cette D3 va réduire le métabolisme cellulaire. Donc, cette D3, hein, c'est pas la vitamine D3, hein, c'est la non, cette D3, c'est la déodinase 3. déodinase 3. Hein. Exactement, elle va exercer généralement son action au niveau des membranes, juste à l'extérieur de la cellule, et là, elle désactive, hein, la T3. Donc, la quantité réelle de T3 qui vont dans les cellules vont être insuffisantes, même si la glande de thyroïde fonctionne bien.
On pourrait parler d'hypothyroïdie primaire, secondaire avec mauvaise transformation de T4 à T3 et tertiaire avec justement ce problème cellulaire. Donc le rôle de la glande thyroïde est de produire des hormones thyroïdiennes, mais ce sont les cellules et tissus individuels qui ajustent la physiologie thyroïdienne. Et ça, c'est hyper important. Et ça dépend du stress cellulaire. Exactement. Alors, comment tu peux définir le stress cellulaire? Alors, comment ce stress cellulaire peut créer cette hypothyroïdie cellulaire par une modification de l'activité de la déiodinase 3? Ouais, c'est encore des mots compliqués. Mais en fin de compte, il faut comprendre, dès que la cellule est en danger, elle va modifier les mécanismes physiologiques de la thyroïde en diminuant déjà le transport des hormones thyroïdiennes et en désactivant les hormones thyroïdiennes. Et donc là, les symptômes d'hypothyroïdie vont apparaître. D'accord? Alors, tout facteur, on pourrait dire, qui va réduire l'énergie cellulaire dans la mitochondrie ou le stress cellulaire, ça va activer cette réponse cellulaire du danger et provoquer cette hypothyroïdie cellulaire et donc initier un spectre hypothyroïdien. Donc ça peut être une bactérie, ça peut être virus, métaux lourds, les toxines. Donc les mitochondries activent cette réponse cellulaire de danger, comme j'expliquais, pour protéger la cellule. Donc deux principaux changements dans la physiologie de la thyroïde au cours de cette réponse, c'est donc une hypothyroïdie cellulaire et des symptômes d'hypothyroïdie. D'accord? Donc premièrement, réduction du transport des hormones thyroïdiennes. Deuxièmement, désactivation des hormones thyroïdiennes. Donc, quels sont ces facteurs, ça c'est intéressant, qui vont réduire, on va dire, ces hormones thyroïdiennes, même lorsque la glande fonctionne bien, même quand je convertis bien ma T4 en T3 et que ma TSH et ma T4 et ma T3 sont normaux. Alors, c'est simple, l'inflammation, du stress cellulaire, inflammation cellulaire, d'accord? On va détailler tout à l'heure les acteurs pro-inflammatoires, tout ça, désactivation de T4 en T3, l'hypoxie, ça c'est les deux facteurs pour moi les plus importants. Inflammation, hypoxie, toxicité bien évidemment des métaux lourds, des médicaments, des épuisements de carence en micronutriments, le stress oxydatif, mais aussi les infections par micro-organismes. On a des molécules qu'on appelle PAMS et DAMS, donc qui sont, tu connais, bon dommage associé à molecular pattern et l'autre c'est pathogène associé à molecular pattern, qui sont là, qui vont agresser la cellule, et tout ça, l'organisme, il va se combattre et se mettre en désactivation de ces hormones thyroïdiennes pour le protéger et malheureusement créer cette hypothyroïdie cellulaire. Cellulaire. Ok, c'est vraiment une nouvelle, un nouveau lien, parce qu'il y avait la réceptivité des hormones. Là, tu nous parles vraiment au niveau. Ah ouais. Et on va voir les mécanismes après, si tu veux, si on peut les détailler, si ça intéresse. Et donc, donner de la T3, ça, c'est une question souvent qu'on se pose, parce qu'il y a des gens qui donnent le Tiral ou T4, T3 ou de la T3 simple. On s'aperçoit que les gens sont encore pires cliniquement qu'avant. Et ben voilà. En tout cas, ça fait des gros dégâts. Et ben, je vais donner la réponse. On va la détailler, mais je voudrais juste quand même parler de cette inflammation quand même dans un petit un aparté. Puis après, là, ta question, elle est pertinente parce que effectivement, beaucoup de gens, on les garde de T3 et on crée, c'est encore un stress cellulaire. Et je vais l'expliquer pourquoi. Ok, donc on revient sur le stress cellulaire si tu veux. Voilà, c'est-à-dire que là, je veux faire le point entre l'inflammation cellulaire, la déodinase 3 et l'hypothyroïdie cellulaire. Donc, toutes ces formes de stress cellulaire qui vont activer donc, le danger. Donc, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être virus, bactéries, même aussi les champs électromagnétiques, d'accord, Wi-Fi, 5G, etc., tout ça, le stress émotionnel, tout ça, ça peut être des facteurs, ça peut être aussi synergique. Donc, il faut comprendre que le problème numéro 1 qui va affecter la plupart des gens avec ces problèmes de santé, c'est souvent lié à l'inflammation chronique de faible intensité. Alors, le lien entre l'hypothyroïdie et l'inflammation, il est énorme à tous les niveaux. Premier niveau, au niveau paraventriculaire de l'hypothalamus, par les cytokines, ça va baisser la TSH. Donc, on abaisse la TSH. Il n'y a pas que la T4 en excès ou la T3 en excès, il y a l'inflammation qui baisse aussi la TSH, d'accord? Et puis ça, la protéine C réactive, elle peut être normale. C'est souvent des cytokines, et on va les voir tout à l'heure. Il y en a une particulièrement. Activation de la 5-déodinase qui va être régulée à la baisse aussi, parce que là,
On a besoin pour cette 5-déoxydase du sélénium, la 2 et la 1, le sélénium qui est un cofacteur, hein, et du zinc, du vitamine A, du fer, etc. Mais l'élévation de ces cytokines va aussi inhiber la transformation de T4 en T3. Après, on peut avoir une diminution de la 5-déoxydase au niveau des intestins avec une dysbiose et des endotoxines, hein, qui sont produites par les pathogènes, les bactéries. Ensuite, on peut avoir une résistance tissulaire aussi engendrée par l'élévation des cytokines. Mais le 5e point, c'est celui-là, c'est l'augmentation de cette déoxydase D3 qui va désactiver puissamment, je dis bien puissamment, ces hormones thyroïdiennes. Donc cette inflammation chronique, hein, de stress cellulaire va déclencher les cytokines inflammatoires. Alors, quel est cet acteur principal? Et là, je mettrai une publication. Hein. En fin de compte, c'est une cytokine inflammatoire qui va provoquer cette hypothyroïdie cellulaire, tissulaire, on pourrait dire cellulaire ou tissulaire, comme vous voulez, sans augmentation de la TSH. Ok, vas-y, donne-nous son nom. Elle s'appelle l'interleukine 6. Ok, voilà, on a mis un nom. Voilà. C'est pas la reverse C3, c'est cette interleukine qui fait des dégâts, d'accord? Et en plus, il faut savoir que les interleukines 6, elle est augmentée dans pratiquement toutes les pathologies. Ouais. Hein, c'est la raison la plus courante, par exemple, de l'obésité, du stress, du manque de sommeil, consommation excessive d'aliments. On va avoir aussi tout le tabagisme et aussi les infections bactériennes, virales, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même pas mal de plantes qui font baisser l'IL6. Et voilà. On y reviendra après. Après, il y a aussi intracellulaire, on va revenir, d'accord? Okay. Il faut savoir qu'il faut, par exemple, à 74% des gens, hein, qui ont des infections bactériennes froides avec une interleukine 6 intracellulaire très élevée. On parle du Lyme, des co-infections, etc. Donc eux, c'est normal que c'est désactivé. Alors là, vous allez bourrer de T3, mais vous faites une erreur monumentale. Vous leur donnez un thyroïde, vous aggravez le problème. Bien sûr. Alors, pour comprendre, on résume. L'augmentation de cette interleukine 6 va augmenter la D3. D'accord? On se rappelle de ça. Ouais. Désactivation des hormones cellulaires, hein, d'accord, qui sont importantes. Sans entraîner, on va dire, d'augmentation de la TSH, d'accord? Et ça, c'est important. Alors, quel est le danger, justement, on pourrait dire en 4 points, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait cette D3? Ça, c'est important. Hein, lié à cette activation de l'interleukine 6. On est d'accord. Alors, déjà, l'excès de T4 ou de T3 augmente la D3. Et oui, c'est une forme d'adaptation. Voilà, et là, sans forcément utiliser la cytokine. Donc déjà, rien que ça peut déjà, au niveau intracellulaire, l'excès de T4 ou de T3, être mauvais. C'est pour ça que dans le sang, une T4, il faut pas qu'elle soit trop haute, elle doit être dans le médium. Et la T3, bon, ben, elle doit être dans peut-être les valeurs hautes. Ça dépend des gens. Ça a aussi les symptômes, la clinique, mais il faut savoir, c'est pas en voulant absolument trop de T3 qu'on va arriver à le problème. En plus, l'excès de T4, il va diminuer l'enzyme D2. Donc, on a moins de conversion de T4 en T3. Et en fin de compte, il y a une hémostasie de contre-régulation. En plus, la D3 diminue aussi bien la 5-déoxydase 2 que la 1. D'accord? Donc, c'est pas bon du tout. Et ensuite, la D3 va augmenter lié à la reverse, ça va faire monter la reverse T3 parce que la D3, c'est aussi la reverse T3, d'accord, qui va augmenter aussi. Alors, on peut trouver des reverse T3 basses avec une D3 élevée au niveau intracellulaire, d'accord. Donc, il faut comprendre qu'il y a une désactivation des hormones thyroïdiennes. Alors, tant qu'on n'a pas enlevé ce stress cellulaire, détection de l'organisme, et donc il va falloir travailler autrement. Bien évidemment, ça va être des stratégies et l'appui de certains suppléments pour justement sortir de tout ça. On en revient toujours à la base et c'est finalement des supplémentations vite fait de T4 ou de T3 ou des deux, c'est vraiment une erreur fondamentale alors du coup. Surtout avec toutes ces maladies environnementales, comme la chronique, fibromyalgie, les gens qui sont des Lyme, des co-infections, etc. Mais ça explique beaucoup de cliniques déstabilisées après des prises d'hormones. Bien sûr. On n'avait pas ce petit détail qui explique tout. Et alors, je pourrais dire aussi l'autre point qui est dramatique, c'est l'hypoxie.
Ouais, ça, oui, tu as parlé d'inflammation, d'IL-6, mais on n'a Voilà. pas Et parlé là, il y a un d'hypoxie. lien entre hypoxie, déodinastro aussi et hypothyroïdie cellulaire, hein. Donc cette D3, ça c'est une étude de 2008 déjà, donc c'est pas, c'est assez, voilà. Activation de la D3 induite par l'hypoxie cellulaire va faire qu'il y a une réduction de T3 et une dette d'oxygène, une hypoxie cellulaire, hein. Donc déjà, rien que là, le manque d'oxygène tissulaire, et ça a beaucoup de gens aujourd'hui, hein, lié au Covid, lié à nos modes de vie, à la pollution, etc. Et L'inflammation, ouais. bien sûr, l'inflammation aussi, l'activité donc est renforcée par ce qu'on appelle HIF, hein, c'est facteur inductible hypoxie, hein, on le Ouais, connaît dans le cancer d'ailleurs, hein. dans le Donc cancer. voilà, donc automatiquement, dette d'oxygène, la D3 va diminuer cette déodinase 3, la T3 cellulaire, donc consommation d'oxygène au plus bas et métabolisme aussi cellulaire bas, hein, automatiquement. Ça On paraît rentre un normal. peu, si tu veux, en hibernation, hein, Hmm. Ouais. d'accord. Ok, c'est assez clair. On pourra reprendre plusieurs fois ton discours pour bien se faire un petit schéma pour résumer tout ça. Juste maintenant qu'on a compris le mécanisme, comment tu peux, ou alors la question qui me vient, c'est comment est-ce qu'on peut tester justement est-ce qu'il y a des dosages spécifiques, puisque là on se base toujours sur une TSH, une T3, une T4 ou une reverse T3, mais si c'est pas, il y a plein de cliniques où on voit bien que les gens sont en hypothyroïdie alors que le bilan est plutôt correct. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire en complémentation de ces bilans? Alors c'est là que justement, quand j'expliquais au début que la médecine c'est pas que de la science, c'est un art. Donc il faut tomber sur quelqu'un qui soit assez compétent dans ce domaine, qui puisse pouvoir faire une anamnèse parfaite en regardant les tests bien évidemment de TSH, T4, T3 libre, alors T4 total aussi, hein, T4 total, T3 libre, T4, T3 libre et T3 total. Faire la reverse T3 aussi, hein, faut la faire, même si elle est inactive, mais ça peut être aussi important. Et regarder les anticorps, ça c'est voilà, et aussi la clinique, tous les symptômes. Alors, je dirais que déjà, s'il y a une reverse T3 qui est au-dessus de 18 nanogrammes décilitres, on est déjà en hypothyroïdie cellulaire, hein. Mais attention, il y a des gens qui peuvent passer aussi à la trappe par rapport à ça. On peut faire aussi le ratio RT3 sur T3, un T3 sur RT3. Je crois que quand on est à plus de 10, c'est le ratio à plus de 10 déjà, qui est inférieur à 10. Ratio T3 sur RT3. Exactement, T3 sur RT3 inférieur à 10, c'est déjà un indicateur d'hypothyroïdie cellulaire. Alors après, comme j'ai dit, c'est aussi des marqueurs qui vont être différents, qui n'ont rien à voir avec la thyroïde. La résistance à l'insuline, hein, un test d'HOMA élevé. Là, on peut être sûr qu'on peut avoir une hypothyroïdie cellulaire. Une glycémie élevée, un taux d'hémoglobine glycée élevé, un taux d'insuline aussi très élevé, le cholestérol élevé, la CRP élevée, mais des fois elle peut être complètement normale parce qu'on a vu l'interleukine 6, il faudrait la mesurer, ça serait là et ça, il n'y a pas tous les labos le font pas, qui serait vraiment très intéressant puisque c'est vraiment Ouais. lié avec cette hypothyroïdie cellulaire. Regardez le rapport vitamine D sur un 25, aussi vitamine hydroxyvitamine Mhm. D. Hein, tout regarder les facteurs, les marqueurs d'inflammation. En fait, tous les marqueurs d'inflammation d'une manière générale. Exactement, tout ce qui peut conduire justement à cette hypothyroïdie, hein, que ce soit cellulaire, primaire ou Hashimoto. Donc, on sait que le CRP n'est pas assez valable. Comme je dis, il faudra regarder l'interleukine 6. Et si je me souviens bien, le taux d'interleukine 6 doit être à 0,5 pg millilitres, pas plus, pour éviter cette hypothyroïdie cellulaire. Ok, impeccable. Ok, maintenant que tu l'as défini par des tests, on a mieux compris le fonctionnement, on a déterminé des tests qui sont un peu plus précis. C'est bien beau tout ça, mais comment tu le traites? Quelle est ta Alors, stratégie? Voilà, allez. voilà. Donc là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le patient en 20 minutes là, Non, non. faire une grosse anamnèse. Et puis, alors des fois, tout se passe bien, hein. Il y a même des gens sous T4, comme disait le docteur Mouton, là, il y a des gens, ça marche très bien, juste la T4, hein. Ouais, Alors, ouais. voilà, ça dépend. C'est très personnel. Ben, chacun est tellement différent, on est tous des planètes différentes, mais il faut pas oublier tous ces gens qui ont ces problèmes de maladies environnementales, hein, de syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, co-infection, etc. Et même des cancers, donc les gens qui sont déjà sous pathologie, donc vont avoir souvent ces problèmes d'hypothyroïdie cellulaire. Alors déjà, une alimentation anti-inflammatoire, ça c'est la number one, hein, Base.
voilà, à la base, hein, sans polluants, le bio possible, le bio, sans produits chimiques, et puis avec surtout sans antigènes comme le gluten, le caséine. Bon, ça, on le sait. Donc ça, c'est le numéro 1. Ensuite, pour l'hypoxie, bien évidemment, il va falloir là, effectivement, faire du sport, hein, ça c'est important, La beaucoup base. boire, hein, parce que souvent l'hydratation est importante pour l'oxygénation. Donc une eau peu minéralisée, respiration, même aussi les gens qui font du yoga, sophrologie, etc. Et fluidifier le sang avec des molécules comme par exemple la nattokinase, la sérapeptase. Donc là on peut mettre l'oranzime. Donc je dirais surtout, si on revient à l'inflammation, hein, en complément alimentaire, qu'est-ce qui pourrait vraiment aider? Alors, il y en a plusieurs, si on regarde la liste, mais au niveau intracellulaire, il n'y en a pas beaucoup. Et je dirais que je mettrais... Alors, il faut savoir qu'il y a une molécule que j'aimerais qu'on sorte, et qui est, on va dire, 20 fois plus puissante que l'anti-inflammatoire de référence, qui est le corticoïde, qu'on appelle la dexaméthasone. Donc, on devrait pouvoir le sortir. J'ai regardé, donc ça sera vraiment un produit. Et d'ailleurs, il marche très très bien dans ces hypothyroïdies cellulaires. Ensuite, on a d'autres molécules, mais qui vont agir en synergie. Alors, par exemple, le thé vert, le cumin noir, les thymokinones du, on va dire, cumin noir sont... L'huile de Nigella, en voie interne. Là, je te parle de l'interleukine 6. Hein. Ah ouais, donc, spécifiquement qui fait baisser... Alors moi, je mettrais, en attendant le produit qu'on va sortir, une synergie de 3 produits, qui est Boswellia, d'accord, cumin noir et le thé vert. En sachant qu'il y a d'autres molécules qui sont aussi intéressantes, comme le PQQ, les oméga 3, le curcuma et tout. Mais je mettrai en priorité thé vert, cumin noir et Boswellia, d'accord? Et en attendant le prochain produit qui sera beaucoup plus puissant au niveau intracellulaire, puisque là, je le dis, il est par rapport au produit de référence anti-inflammatoire stéroïdien, qui est la corticoïde, la dexaméthasone, on va avoir un effet 20 fois plus fort. C'est publié, donc je m'avance pas à 10 heures. Ça avance beaucoup quand même. Oui, parce que quand on dit des choses, c'est vrai, qui sont un peu des pavés dans la mare, il faut pouvoir derrière argumenter scientifique. Après, comme je le dis, il y a des biodisponibilités, mais ça se travaille et en travaillant sur des techniques. Voilà. Okay. Donc, pour cette IL6, effectivement, épigalocatéchine, boswellia, huile de cumin noir, c'est des choses qui peuvent être... qui vont aider avec la stratégie qu'on vient d'évoquer pour améliorer. En fin de compte, on travaille sur le terrain et on va porter... Et là, effectivement, on va voir déjà par expérience, on voit les gens... Bon, moi, j'ai suivi déjà il y a quelques années, en 2015... des personnes avec des Lyme, une amélioration d'oxygénation, tout d'un coup le métabolisme perdait du poids, il se sentait mieux, sans avoir touché aux hormones thyroïdiennes. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est des effets collatéraux du métabolisme qui vont engendrer des problèmes, parce qu'il faut jamais oublier qu'une hormone n'est jamais active sans son récepteur. Et ça, on l'oublie. On peut être bourré d'hormones, mais si les récepteurs sont pas sensibles ou se désactivent, c'est même plus la peine. On est d'accord, tout à fait d'accord. Franchement, Bruno, je pense qu'on a fait la plus longue vidéo de l'histoire de nos vidéos. Non, ça se joue à quelques secondes, minutes. Franchement, c'était très clair. On va bien écouter tout ça. Vous aurez certainement des milliards de questions à nous poser dans les commentaires de la vidéo. Vous les posez à Bruno directement sur ses blogs divers et variés. Mais en tout cas, blog YouTube Oronalis, Et on y répondra de toute manière avec plaisir, nous sur le terrain, sans souci. Bruno, un grand merci pour tout ce travail qui nous explique pas mal de choses parfois inexplicables où on n'avait pas vraiment la clé. Et bien, écoute, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Exactement. Voilà. On n'a pas défini le sujet? Non, on va y réfléchir. On l'annoncera, ouais.
Ah, il y a tellement de sujets à développer. Il y a tellement de choses Eh intéressantes ouais, à voir qu'on ne sait plus où donner de la tête. Ok. exactement. Bruno, passe une excellente journée et Toi à très aussi. bientôt sur le YouTube de Ronalis. À bientôt, hein. Ciao. Salut Bruno.